Mesdames, Messieurs, et voilà, presque un mois depuis le déclenchement de la guerre de Gaza, un mois avec 10 000 victimes, 10 000 morts, dont 4 008 enfants, après un mois de bombardement israélien sur Gaza. Vraiment, je suis dans une situation de déception, de dégoût. Je n'arrive pas à trouver les mots pour qualifier, pour donner une lecture de cette situation tragique pour l'humanité. Mais au moins, nous continuons à recevoir les experts pour étudier cette situation, voir quelle issue pour l'humanité, quels sont les impacts à long terme. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, le grand honneur de recevoir professeur Christophe Oberlin. Professeur Christophe Oberlin, c'est un chirurgien humanitaire intervenant à Gaza depuis plus de 20 ans et en plus de ça, c'est un essayiste. Merci infiniment, mon professeur, d'avoir accepté l'invitation de notre plateforme d'information associative internationale. C'est un honneur de vous recevoir. Merci, maître, de votre invitation. Quelle est votre situation émotionnelle, professeur, devant cette situation? Écoutez, je n'aime pas trop parler de mes émotions parce que on risque de ne pas en sortir, mais bien entendu, 20 ans passés à Gaza, 3 fois par an, j'ai rencontré des centaines de personnes, j'ai énormément d'amis, et je ne vous cache pas que comme tous les Palestiniens, eh bien, un certain nombre de mes amis ont été tués, sous les bombardements, au cours des dernières semaines. Des enfants que je connaissais très bien ont été tués, et donc, eh bien, comme tous les Palestiniens qui vivent dans la diaspora, j'ouvre mon téléphone tous les matins, en espérant, avoir des nouvelles des uns ou des autres, des signes de vie, en sachant qu'à tout moment, tout peut basculer. Donc je ressens, évidemment, peut-être plus que les journalistes, ou nos politiques, le drame qui est en train de se dérouler. Oui. Surtout lorsque vous voyez la destruction, le ciblage des hôpitaux, des civils, des enfants, vous, vous, la personnalité qui a participé à la création des hôpitaux, à la création des services universitaires, à la création aussi même de la faculté de médecine de Gaza, quel est le sentiment de ce médecin militant? Écoutez, j'aime pas beaucoup le terme de militant parce que, l'image du militant est un petit peu discréditante pour certains. Je suis plutôt disons un professionnel, qui est allé et qui continue à aller. D'ailleurs, j'avais un billet d'avion, le hasard, des choses faites que j'avais un billet d'avion pour partir le samedi 7 C'est octobre là-bas, et 2 heures avant le décollage, notre, séjour a été, interrompu. Je vais là-bas d'abord pour soigner, et pour former dans des domaines très spécialisés. Je suis spécialisé dans la chirurgie réparatrice des membres, vous voyez? Et la première fois que j'avais été invité à Gaza, c'était en décembre 2001, et je me souviens, nous sommes arrivés à Gaza, panne d'électricité, dans l'obscurité totale. Il y avait un groupe électrogène qui marchait, et puis il y avait le ministre de la santé, Riyad El Zanoun, qui nous a présenté une présentation PowerPoint que j'ai toujours, et il y avait déjà à l'époque, je me souviens, 35 000 blessés, de la deuxième intifada qui commençait, et 40 atteintes au niveau des membres, et les chirurgiens palestiniens sont venus me voir en disant: «Nous avons beaucoup de séquelles, notamment de paralysie, vous êtes un spécialiste des paralysies, venez, nous aider». Et j'ai donc travaillé pendant toutes ces années, je continue, j'ai formé, j'ai exporté à Gaza les 2 diplômes d'université, en chirurgie et en microchirurgie dont j'étais responsable à l'université, et j'ai formé, des chirurgiens dans ce domaine très spécialisé, et j'ai le la joie, la disons une forme de concrétisation. Il y a 2 chefs de service, l'un à l'hôpital Shifa, de Gaza, et l'autre, à l'hôpital européen, qui sont mes élèves et qui font un formidable travail maintenant sur le terrain, et également un travail de formation. Donc disons que les graines que j'ai semées ont
ont fonctionné. Je ne suis pas le seul, car dans beaucoup d'autres spécialités, heu, il y a de la chirurgie cardiaque, il y a des transplantations rénales qui sont faites à Gaza. Enfin, il y a une chirurgie de très haut niveau et je souffre évidemment beaucoup quand je reconnais sous les décombres ou dans les couloirs des hôpitaux que je connais, personnellement, voir des blessés, des enfants à même le sol, c'est insupportable. Comme vous avez vu, Israël a ciblé, a bombardé les hôpitaux, les ambulances, les infrastructures hospitalières en disant que Hamas utilise ces établissements, utilise les ambulances pour assurer la communication sur terrain entre les différents groupes de Hamas. Qu'est-ce que vous disiez sur ces allégations? Je dis que je suis totalement dégoûté par ce genre de propagande qui ne remonte pas d'ailleurs, à hier. Je me souviens d'avoir un jour rencontré le consul de France à Jérusalem-Est qui, dans le couloir, m'avait posé cette question à voix basse et véritablement, je peux dire que je n'ai jamais eu le moindre soupçon, sur, ce dont, on nous parle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bande de Gaza, évidemment, est un gruyère et ce n'est pas nouveau, et que donc il y a tout un réseau souterrain que je ne connais pas. Moi, je connais simplement, que j'ai eu à connaître quelques réseaux souterrains pour, passer par l'Égypte, car nous sommes passés un certain nombre de fois par l'Égypte, par les tunnels et puis pendant la période, je dirais démocratique qui a été très brève en Égypte, avant le coup d'État de 2013, eh bien, nous passions par la surface, par l'Égypte, d'une manière assez normale et puis depuis par Israël. Mais en tout cas, ces allégations sont absurdes, sont éculées, je dirais et n'ont vraiment, aucun sens. Comment vous voyez la passivité de la communauté internationale devant ces agissements criminels d'Israël en privant les hôpitaux de l'électricité? Il y a des malades branchés 24 heures sur 24, les gens qui font une dialyse, les gens qui sous intubation, les cancéreux, les enfants dans le couveuse. Euh, Comment vous voyez l'agissement d'Israël et la Alors, passivité internationale? cette passivité, doit être, tempérée en ce sens qu'il y a des millions qui ont, défilé dans le monde entier, dans tous les pays et y compris dans les pays occidentaux. Donc tout ça, ce sont des signes, très importants. L'Assemblée générale des Nations unies, qui est la seule à représenter, par le nombre d'États adhérents, eh bien, cette communauté internationale, a voté très massivement, une défiance, à l'État, israélien. Donc le fossé s'élargit en réalité entre un certain nombre de dirigeants qui peut-être un jour d'ailleurs auront à répondre devant la justice de leur complicité. Vous voyez, pour donner simplement un exemple, j'ai su il y a déjà quelques semaines qu'un bateau, militaire français, bateau hôpital soi-disant, s'apprêtait avait déjà d'ailleurs, heu, avait quitté le quai de Toulon pour aller, eh bien, avec ses hélicoptères, eh bien, prélever quelques malades. J'ai tout de suite été très choqué parce qu'il y avait déjà à l'époque plus de 20 000 blessés et donc ça n'avait strictement aucun sens et puis on a appris que ce bateau n'était pas du tout parti pour s'occuper des blessés, mais simplement pour faire un exercice militaire. Donc vous voyez, on a beaucoup de raisons de rancœur et même je dirais de colère vis-à-vis de nos dirigeants qui ont réprimé l'expression dans un pays en principe démocratique. La France, réprimer, c'est même, pénaliser la simple expression. Je vous rappelle que, toute déclaration pouvant, b être considérée comme d'une déclaration favorable à la résistance palestinienne, eh bien, est passible d'une amende colossale et de 5 à 7 ans de prison. Et ceci, c'est une directive, qui a été signée de notre ministre de la Justice, qui justement d'ailleurs a de très gros problèmes avec la justice en ce moment. On a l'impression véritablement que notre pays, est en train de devenir une espèce de république, bananière avec un fossé de plus en plus important entre ses dirigeants qui d'ailleurs, objectivement, ne représentent pas grand monde.
toutes les dernières élections qui ont eu lieu sont des désastres véritablement et ne reflètent pas l'opinion publique. Donc la bataille, elle se déroule là-bas, militairement, mais elle se déroule également chez nous. Les opinions doivent absolument commencer à peser sur nos responsables. On sent quelques craquements qui apparaissent, mais la bataille n'est loin d'être gagnée et sera longue et difficile chez nous aussi. Vous avez évoqué la situation française, le traitement officiel de la France officielle de cette guerre, mais surtout ce qui m'a choqué personnellement, l'instrumentalisation médiatique, une sorte de superficialité d'analyse, analyse préétablie, bien dirigée, animée avec des considérations raciales, etc. Par exemple, lorsque je vois, par exemple, Even 24, il y a des messages de racisme, de messages de haine, de profilation, de terrorisme. Lorsque quelqu'un appelle à raser Gaza, à détruire la population de Gaza, quelqu'un, un député français, soit disant la République française, le perso de la liberté, etc., un député appelle à l'élimination de Gaza, de éradication totale, etc. Une avocate l'a appelé, une avocate franco-israélienne a appelé l'armée israélienne à détruire Gaza par une bombe, etc. Mais ce crise d'éthique, ces dérives vraiment sont graves en France actuellement. Ces dérives sont gravissimes et je crois elles se paieront un jour parce que tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit aujourd'hui, reste et lorsque ces crimes seront, jugés et ils le seront, eh bien les complicités seront visibles. Ce qui est frappant, c'est de voir dans toutes ces déclarations à la fois le manque de connaissances, il y a un manque de connaissances absolument énorme lorsqu'on voit les amalgames qui sont faits, par exemple, entre le mouvement du Hamas qui a gagné les élections, et qui est en faveur du droit international, qui plaide depuis 2009 pour que la Cour pénale internationale s'occupe du problème, palestinien, qui est à la base de toutes les plaintes, quasiment toutes les plaintes qui sont parvenues à la Cour pénale internationale. Lorsqu'on qualifie ce mouvement de terroriste du matin au soir dans la bouche de nos politiques et dans la bouche de nos médias, c'est tout à fait déloyal. Je rappelle que le mot terroriste eh bien, ne figure nulle part dans le statut de Rome. Le terroriste, comme l'avait très bien dit le général de Gaulle, eh bien, en 67, l'occupation va créer la résistance qu'on appellera terroriste, vous voyez? Et finalement, on en est toujours là. Toutes ces phrases étaient tout à fait prémonitoires, elles sont d'actualité et c'est le mouvement terroriste, curieusement, qui demande l'application du droit. Donc je pense que toutes ces personnes qui condamnent, exigent une condamnation, eh bien, changent leur vocabulaire, qu'on appelle les choses par leur nom, qu'on fasse la différence entre un otage et un prisonnier, entre une personne occupée, un prisonnier de guerre. L'usage des mots est extrêmement important. On parle toujours aujourd'hui des frappes sur la bande de Gaza, des frappes, je dis bien des frappes sur la bande de Gaza, alors qu'il s'agit de bombardements terriblement meurtriers, avec une majorité d'enfants et de femmes qui périssent dans ces bombardements. Donc il y a une révision du vocabulaire à faire. Il y a un vocabulaire qui n'est pas acceptable et il y a surtout une Comme, réclamation qui est comme faite en en direction du parlant, droit international. lorsqu'on parle des Palestiniens qui ont été euh, euh, quelques Palestiniens tués, c'est pas assassinés, tués ou etc. L'utilisation de ciblé, bien ciblé, il y a le nom dit dans l'utilisation lexique des mots, c'est très important, hein. C'est l'instrumentalisation générale malheureusement. Professeur Oberlin, vous avez publié en 2021 l'enquête sur la responsabilité les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. Vous êtes parmi les initiateurs
pour cette initiative associative internationale civile de suivre Israël devant la Cour pénale internationale. Vous connaissez que Israël n'a jamais signé la Convention de Rome concernant la création de la Cour pénale internationale. Avec la protection américaine, avec la protection occidentale pour Israël, est-ce que vous pensez qu'il y aura un jour euh, de mettre les dirigeants israéliens devant leurs responsabilités devant la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre, etc. Bien sûr que je le pense et c'est pas une pensée, personnelle, c'est une constatation. La Cour pénale internationale a fait son travail depuis des années. Fatou Bensouda a clos, après 5 ans, l'enquête préliminaire. C'est-à-dire qu'elle a reçu suffisamment d'informations, de chaînes de preuves, médico-légales et notamment de Gaza, qui lui ont permis d'ouvrir une enquête, une full investigation. Elle a même demandé, elle n'en avait pas besoin juridiquement, mais elle a même demandé à la Cour, c'est-à-dire au juge de la Cour pénale, de se prononcer sur le territoire de l'enquête ouverte et sur la temporalité, c'est-à-dire quand. Et la réponse a été la même que celle de la procureure, c'est-à-dire Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, et la temporalité depuis le 15 juin 2014, c'est-à-dire avant la guerre de 2014 et jusqu'à aujourd'hui. Donc sur ce territoire, eh bien, une enquête est en cours, une enquête qui est déjà très largement fournie en preuve, et la procureure a signalé eh bien, que 3 axes étaient ouverts. D'une part, la colonisation et notamment l'annexion de Jérusalem-Est, d'autre part, la guerre de 2014, et enfin les marges du retour. On peut ajouter un 4e dossier énorme qui est malheureusement en cours, qui est celui de la guerre de 2023. Donc, indiquant ces directions, la procureure a indiqué qu'elle avait suffisamment de documentation, de preuves. Elle a même dit qu'elle en avait presque trop. Il faut savoir que 3000 plaintes individuelles sont parties de Gaza dans bonne et due forme, des plaintes remplies selon des critères professionnels par une équipe extrêmement professionnelle qui travaillait dans l'ombre à Gaza et qui est une équipe du Hamas. Il faut bien savoir que c'est le Hamas qui réclame la Cour pénale, qui est prêt à répondre de ses propres crimes de guerre. Je rappelle que la Cour pénale internationale entraîne, eh bien, investigate s'occupe des crimes commis par toutes les parties, donc Israël, le Hamas, les résistants, parce qu'il n'y a pas que le Hamas parmi la résistance armée, les résistants armés, et également l'autorité palestinienne. Donc c'est tous ces crimes qui seront jugés. Israël étant de ce point de vue dans une position très difficile, puisque n'ayant pas adhéré à la Cour pénale internationale et refusant le droit international, eh bien, il va sans doute mettre en place ses propres tribunaux pour juger les crimes de guerre commis par les Palestiniens sur le territoire de 48 actuel. Et donc va jouer alors le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'enquêtant sur des crimes commis sur son propre territoire, eh bien, la Cour pénale internationale ne se donnera pas la peine d'enquêter sur les mêmes crimes. Autrement dit, Israël, si Israël veut vraiment que des enquêtes soient faites et que des crimes de guerre soient décrits, soient nommés, car jusqu'à présent, il n'y a que les journalistes et les militaires ou les politiques qui parlent de crimes de guerre, mais un jury, et vous le savez très bien en tant qu'avocat, eh bien, est beaucoup plus exigeant en termes de preuves. Qu'est-ce qu'un civil? Est-ce qu'un réserviste est un civil? Est-ce qu'un soldat qui dort chez lui est un civil? Est-ce qu'un soldat qui tire sur les jeunes Palestiniens dans les marges du retour et qui retourne chez lui à Tel Aviv est un civil? Donc il y a de véritables enquêtes. Il y a également toute une série de témoignages concernant les crimes allégués qui ont eu lieu sur le territoire israélien, où on sait maintenant que c'est la doctrine Hannibal qui est responsable de ces morts. Et il y a eu un certain nombre de témoignages, notamment israéliens. L'objectif premier des combattants palestiniens était de faire des prisonniers. Doctrine Hannibal, j'aimerais bien préciser pour Alors la doctrine Hannibal, ciblés, oui, qu'on appelle sur aussi l'autorisation. la doctrine d'Aya, c'est-à-dire que dès qu'un prisonnier est fait par la résistance palestinienne,
eh bien, l'une des procédures consiste à déclencher un tir d'artillerie énorme de façon à tuer à la fois les assaillants et le prisonnier. Donc, on se débarrasse de deux problèmes, quelques assaillants, et on n'a pas de problème de prisonniers à négocier. Et ça, c'est une doctrine qui a été, moi j'en ai moi-même été le témoin plusieurs fois. Donc, ce n'était pas une doctrine nouvelle. Le monde entier la découvre. On découvre la barbarie de cette doctrine et les familles des prisonniers palestiniens la découvrent également. Oui, Donc, tout ceci mérite des investigations. C'est donc ni à vous, ni à moi, ni à un journaliste, ni à un politique une de commission. déclarer qu'une affaire est un crime de guerre. Ce sont les juges qui Oui. Surtout jugent. avec cette histoire des bébés décapités, tués par Hamas, maintenant on voit quelques révélations concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle pour présenter l'image d'un bébé qui a été décapité, etc. Même les Américains, ils ont reculé hein, concernant ces Oui, informations mais le mal données a par... Hmm. le mal a été fait. C'est-à-dire que, il reste toujours quelque chose de ce genre d'affirmation et eh bien, il va falloir lutter et la seule façon de lutter, eh bien, c'est que le droit international soit appliqué, que les instances internationales exigent, des enquêtes, indépendantes. Et je vous laisse adresser votre mot de fin pour vos collègues, vos amis, vos patients à Gaza. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Écoute gens sous bombardement, sous... Écoutez, on me reproche parfois très amicalement de toujours être, optimiste et c'est vrai que dans les pires moments de tous ces épisodes que j'ai connus, j'ai, très souvent et je continue à le faire, essayé de remonter le moral de mes amis, bien que ça soit très difficile et je n'ai évidemment aucune leçon à leur donner, installé dans mon confort. Hem Et au cours des années, bien peu de personnes croyaient à la progression du droit. Le droit a progressé. Une nouvelle plainte va être déposée par des centaines d'avocats du monde entier le jeudi prochain, le 9 novembre, avec une double direction, les crimes de guerre commis par Israël depuis le 7 octobre, et également le crime de génocide. Tous les éléments de la constitution d'un génocide sont présents. Il y a même une jurisprudence, il y a plusieurs jurisprudences, mais on peut citer par exemple la jurisprudence yougoslave où, au 8e millier, de morts, eh bien la cour a retenu, la notion de tentative de génocide. Donc tout ça est en cours. Bien peu de personnes à Gaza, y croyaient et je peux vous dire que j'ai parlé avec des dizaines et des dizaines de personnes, heu et même avec les plus hauts représentants du Hamas, certains sont même, j'ai passé des centaines d'heures à discuter avec eux. Eh bien, je dirais il y a 10 ou 15 ans, Vous ils n'y risquez croyaient pas. d'être... Vous risquez d'être étiqueté hein, avec ce doctrine d'étiquetage hein, C'est pas grave, pro-terroriste, antisémite et tout. Oui, c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que réclament les dirigeants du mouvement Hamas, régulièrement élus d'ailleurs, je parle du mouvement Hamas aux dernières élections, c'est la seule solution raisonnable. Ce qu'ils demandent: «Est-ce que vous croyez véritablement qu'après toutes ces horreurs que nous vivons en ce moment et les horreurs passées?» parce que la guerre, en Palestine a commencé en 1948, elle n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Est-ce que vous croyez qu'une véritable paix est possible dans les semaines, les mois et même les quelques années qui viennent? La réponse est très certainement, non, parce que la paix, ce n'est pas un accord signé entre les Américains, les Israéliens et hem, un pseudo représentant d'une autorité palestinienne qui est une espèce, d'objet juridique non identifié. La paix, c'est la paix des personnes, des âmes, de ce que c'est la paix du peuple, vous voyez? Cette paix du peuple n'est pas possible actuellement et donc la proposition du Hamas qui n'est pas, nouvelle, elle date des années 90 et je l'ai entendue de la bouche des plus hauts représentants du Hamas. Eh bien, ils demandent une trêve de longue durée. Ils demandent l'évacuation immédiate de la Cisjordanie et de Gaza, la levée du siège et quelques autres mesures sans contrepartie. C'est-à-dire qu'on ne va pas négocier l'évacuation de la Cisjordanie, on va l'organiser, voilà et à ce moment-là, ils acceptent la création d'un État palestinien
avec une trêve de longue durée, car on ne peut pas faire la paix avec Israël dans la situation actuelle. Personne n'y est prêt, ni d'un côté, ni de l'autre. Mais après une génération, et c'est une vision de génération, c'était d'ailleurs la vision du Cheikh Yassine qui parlait en génération et qui avait préconisé cette trêve de longue durée dès les accords d'Oslo. Eh bien, cette solution raisonnable qui permettrait de sauver des milliers, des dizaines de milliers de vies, cette solution très raisonnable, eh bien, je crains malheureusement qu'on n'y arrive pas avant un certain temps. Et c'est pourtant ce parti qui est diabolisé à l'extrême dans les pays occidentaux qui est le plus raisonnable sur la question du jour d'après, parce qu'il y aura un jour d'après, un jour, il y aura une trêve, les bombardements vont cesser, on ne sait pas après combien de massacres, mais en tout cas, ce jour va nécessairement arriver. Et ce jour d'après, si une trêve de longue durée pouvait être lancée, eh bien, c'est certainement la solution la plus raisonnable. Merci infiniment, professeur Christophe Oberlin. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de notre plateforme et à la prochaine rencontre dans un moment de paix, j'espère. Merci infiniment et Merci. salam alaikum. Au revoir. Merci, Maître. Au Allez, comme revoir. salam.